Bonsoir et bienvenue dans ce mardi d'éthique publique un peu particulier. Ce soir, la question est d'actualité puisque c'est le jour des élections présidentielles américaines. Je suis Jean-Luc Poutier, j'anime avec François Heuvet, le rédacteur en chef d'études, les mardis d'éthique publique et je suis également responsable au Centre Sèvres du département d'éthique publique. Et pour évoquer avec nous cette élection présidentielle américaine, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Sipel. Sylvain, bonsoir. Sylvain Sipel est journaliste, il a été directeur de la rédaction de Courrier International et puis ensuite il a poursuivi sa carrière au Monde où il a été rédacteur en chef avant de partir pour plusieurs années aux États-Unis comme correspondant du quotidien Le Monde à New York. Sylvain Sipel a publié plusieurs ouvrages sur les États-Unis, dont La fin de l'Amérique blanche, qui est un ouvrage qui posait une des questions qui, justement, s'est révélée à l'occasion de l'élection de Donald Trump en 2016. Sylvain Sipel est également un collaborateur régulier de la revue America, revue dont le dernier numéro porte sur l'argent, enquête, monnaie, enquête et reportage au pays du roi dollar. Alors Sylvain Sipel, Donald Trump, avec son emphase habituelle, a déclaré pendant la campagne électorale que cette élection présidentielle était la plus importante de l'histoire des États-Unis. Est-ce qu'il est permis de partager ce point de vue ou est-ce qu'il convient de le relativiser ? Comment pouvez-vous nous présenter l'importance de cette élection présidentielle par rapport à l'histoire de l'Amérique ? J'ai lu récemment, je sais honnêtement, j'ai oublié où, mais c'était un journaliste qui écrivait « Tous les 4 ans, il y a l'élection la plus importante que l'Amérique ait jamais vécue. » Puis après, il développait pour dire « Mais peut-être que cette fois-ci, c'est vrai. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent ça aux États-Unis, parce que, effectivement, le mandat de Trump a été... D'abord, la victoire de Trump a été tellement surprenante. Puis le mandat Trump. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu un président de cet ordre. Et la réélection de Trump est vécue par beaucoup de gens, évidemment dans le camp qui lui est opposé, comme pouvant aboutir à un régime autoritaire, je dirais, sans en dire plus, mais à un régime autoritaire, c'est-à-dire à un processus de destruction des normes démocratiques qui aille beaucoup plus loin que ce qui a déjà été entrepris par Trump durant ces 4 premières années. C'est une crainte importante chez les démocrates, réelle. Ça peut être une crainte mobilisatrice dans le camp démocrate. Mais évidemment, du côté républicain et surtout dans cette sorte de base qui n'est pas que républicaine, qui soutient Trump aux États-Unis, pour eux aussi, il faut que le Trumpisme perdure. Et il faut aller plus loin. Il y a même des revues, on peut les caractériser d'extrême droite, mais qui, je dirais plutôt populistes, qui disent que le chantier est encore immense, qu'il a beaucoup de choses encore à faire, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il soit réélu. Donc de ce point... Alors après, moi j'ai une approche, disons, moins enthousiaste ni d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que je pense que non, ça n'est pas l'élection la plus importante de l'histoire américaine. Et on ne peut pas exclure complètement, seule l'histoire le dira dans 30 ans ou dans 50 ans, mais on ne peut pas exclure qu'il ne reste que très peu de choses du mandat de Trump, au fond. Et donc, a posteriori, on dira, bon ben voilà. Et ça, seule l'histoire peut répondre à cette question-là. Mais il y a eu des élections tout de même extraordinairement importantes. Par exemple, l'élection de Truman après Roosevelt a été une élection absolument importante. Enfin, on pourrait en citer plusieurs, et plusieurs situations historiques. De ce point de vue-là, je ne pense pas que ça a la même dimension. Les craintes que vous venez d'exprimer sur une sorte de démembrement ou de démantèlement de la démocratie américaine par Donald Trump, elles ne sont pas seulement le fait de ses adversaires, elles seront aussi partagées en Europe par beaucoup de personnes. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples des atteintes à la démocratie américaine, souvent montré comme exemplaire, mais enfin c'est éminemment discutable ce point de vue, mais souvent montré comme exemplaire par Donald Trump. Quelles ont été les principales mesures qui auraient été des mesures antidémocratiques ou portant atteinte au bon fonctionnement des institutions ? On ne sait pas par où commencer, parce que les atteintes sont très importantes. Disons que globalement,
la principale action qu'a eue Trump, c'est une action qui renforce un phénomène qui existait déjà aux États-Unis. Je m'explique. Aux États-Unis, vous avez une détestation de ce qu'on appelle Washington, le lieu de la politique et de la grande politique fédérale, une détestation de Washington qui n'est pas si loin de la détestation de Bruxelles dans le populisme européen. C'est assez ressemblant. Washington, c'est loin. Washington, c'est pas nous, c'est pas nos préoccupations. Washington ne nous comprend pas. Et donc, il y a une forme de désaffection du personnel politique. Les institutions les plus mal notées par l'opinion sont encore plus que le gouvernement, le Congrès. Les élus, les sénateurs et les représentants. C'est tout à fait ahurissant. La désaffection et la suspicion par rapport au personnel politique que constitue Washington est déjà très importante. Était très importante et c'est très ancré dans l'histoire américaine. Trump a activé ça de manière outrancière. Et il a mené une campagne de détestation des hommes politiques, de détestation des intellectuels, de détestation de tout ce qui va de la science. On l'a vu dans la récente des scientifiques, on l'a vu dans la récente crise du coronavirus. On pourrait multiplier les exemples, c'est-à-dire qu'il a activé les propensions les plus actives dans la population, alors on dirait en Europe populiste, à l'encontre de ce qui permet à une démocratie de pouvoir, c'est-à-dire au débat, par exemple, au débat. Il l'a fait avec un talent assez exceptionnel. Il a fait entrer un mot dans le jargon courant, qui est le mot fake, et il l'a fait de manière fake. C'est-à-dire, sa vérité à lui est de dénoncer les vérités réelles. Il dit que les vérités sont fake, alors que c'est lui qui ment systématiquement. De ce point de vue-là, on connaît ce type de personnage politique. Il y en a eu dans l'histoire de France, il y en a eu dans l'histoire européenne, il n'est pas le premier, et il y en a eu dans l'histoire américaine. Mais lui est parvenu à être président, et il est parvenu à imposer cette logique. Je voudrais rajouter un point sur l'action néfaste de Trump. Très rapidement, Trump a imposé une position diplomatique américaine sur le champ international qui tournait le dos au droit international. Alors, les entraves au droit international, on en connaît des mille et des cents. Mais lui en a fait une politique. On pourrait multiplier les exemples, mais par exemple, l'accord avec l'Iran n'était pas un accord personnel américain avec l'Iran. L'accord avec l'Iran, c'est un accord qui a été signé et qui a été adopté dans 2 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Par exemple, la COP21, c'est un accord international. Il a fait sortir l'Amérique et il a fait comme si le seul droit qui compte à ses yeux, c'est le droit américain. Et ça, c'est une nouveauté importante. Ce discours extrêmement violent, en fait, contre ce qu'il est convenu parfois d'appeler les élites, que vous avez cité, journalistes, corrompus, représentants, sénateurs, intellectuels. Est-ce qu'il a accru le niveau de violence aux États-Unis ou est-ce que cette violence a d'autres sources? Par exemple, est-ce que Trump a favorisé l'émergence d'un mouvement comme Black Lives Matter qui s'est développé pour protester contre les violences faites aux Afro-Américains par la police américaine? La violence accompagne Trump dès son entrée à la Maison-Blanche. La première conférence de presse qu'il donne, il attaque bille en tête le FBI, en des termes jamais entendus, qu'un président dénonce l'action de sa police fédérale. Et je vous rappelle que dans son discours de candidature initial, il avait évoqué les latinos comme des criminels, des violeurs et des trafiquants de drogue.
Les latinos, ce sont les hispaniques qui sont maintenant 60 millions aux États-Unis. Donc, il y a quelque chose de constitutif qui consiste à attiser la violence dans la politique de Trump. En partie, il y a réussi. Il y a réussi parce que toute sa stratégie tendait à mettre en place une situation dans laquelle plus le débat, plus il secrète de peur, plus le débat est antagoniste, et plus ça lui bénéficiera, et plus surtout il tiendra son propre camp. Il faut comprendre que ceux qui ont voté pour Trump et lui ont permis de l'emporter, même s'il avait été battu au suffrage universel, mais peu importe, qui lui ont permis de l'emporter la première fois, c'est une alliance particulière. C'est une alliance entre l'extrême droite, qui souvent est ce qu'on appelle aux États-Unis suprémaciste blanche, c'est-à-dire ouvertement raciste, et puis une droite conservatrice, qui est une droite conservatrice à la Eisenhower, etc., enfin qui est une droite conservatrice traditionnelle. Et je pourrais presque même dire comme Bush père et fils, qui sont quand même relativement différents de Trump. Et Trump arrive à tenir l'équilibre ensemble en sa faveur, dès lors que la fraction qui vote pour lui, qui le soutient, est supérieure, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à l'autre fraction. Parce qu'alors, l'autre fraction, il place l'autre fraction dans une position où soit ils s'abstiennent et les républicains perdent le pouvoir, soit ils le gardent s'ils le soutiennent. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2016. Plus il a donc besoin de sans arrêt de donner des gages à sa fraction la plus extrémiste, à la part la plus extrémiste de son électorat. Et c'est ce qu'il a fait durant tous les 4 ans. Dès qu'il a été en difficulté, il a poussé à la violence. Et il l'a fait en des termes parfois antisémites, en des termes parfois d'un racisme absolument écœurant. Il l'a fait en des termes lui-même violents. Donc, cette violence n'est pas que constitutive cette violence d'une politique générale. Elle est aussi utile, tout simplement sur le plan pratique, électoral, conjoncturel. Pour Trump, d'une certaine manière, plus Black Lives Matter ou MeToo ou d'autres seront mobilisés et à l'extrême sur le plan politique contre lui, et surtout plus il y aura ce type de manifestation contre lui, et plus il espérait pouvoir en bénéficier, parce que ça confortera sa position de l'homme de la loi et de l'ordre. Alors, c'est une élection présidentielle. Il y a 2 candidats principaux. Nous avons évoqué assez longuement Trump, puisqu'il est à l'heure actuelle le président en place. L'autre candidat, Joe Biden, est relativement peu connu en Europe. Il l'est davantage aux États-Unis parce que c'est un vieux routier de la politique qui a été élu pour la première fois, je crois, en 1973. Donc ça remonte déjà à quelques années. Est-ce que vous pouvez nous présenter Joe Biden ? Comment dire ? Par certains aspects, il est un personnage antinomique de Trump. Parce que, d'abord, il a une vie personnelle qui est très différente de la sienne. C'est un catholique, vraiment catholique, par ailleurs c'est quelqu'un qui a une carrière longue dans la politique. Il a beaucoup d'humour, ce qui l'identifie notoirement comme différent de Trump, qui n'a de l'humour qu'utilitaire. Et surtout, c'est un vieux routier. Il a été quand même pendant 8 ans le vice-président d'Obama. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il a été, lui, choisi par Obama pour être son vice-président. Parce que ça dit beaucoup de Biden. Biden est connu, on dit tout le temps qu'il dit des gaffes, il ne fait pas attention, il est un peu irraisonné, mais il a quelque chose, lui personnellement, de très profondément sympathique. Il faut le voir dans un meeting.
C'est quelqu'un qui a vraiment un talent oratoire, qui a une capacité à séduire qui est importante. Mais ce n'est pas pour ça qu'Obama l'a pris. Obama a pris Biden, alors qu'il y avait plusieurs options possibles, comme toujours, pour prendre un vice-président. Il a pris Biden parce que Biden, au Sénat, il n'a pas été que ça, mais il a été, pendant 40 ans, l'homme des syndicats. C'est un homme qui a défendu les syndicats au Congrès et les intérêts des syndicats, donc les intérêts de cette classe moyenne blanche qui fut historiquement le roi de l'Amérique pendant, disons, une génération et demie. Et ça, il vient de là, il vient de ce milieu, il est ça, il est d'abord ça. Et Obama l'a choisi précisément pour gagner le Michigan, le Wisconsin, c'est-à-dire toute cette région de ce qu'on appelle aujourd'hui la Rust Belt, mais qui est cette région à l'époque industrielle du nord-est de l'Amérique, des États-Unis, et ce qu'il a fait avec brio à 2 reprises en faveur d'Obama. Et une des raisons pour laquelle il s'est retrouvé candidat à son âge, à 78 ans, du Parti démocrate, c'est précisément parce que ceux qui avaient permis à Trump de remporter le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, etc., il y a 4 ans, là où se trouve le cœur de cette classe ouvrière blanche qui a beaucoup perdu de son pouvoir, immensément, parce que la capacité de production industrielle des États-Unis en une génération et demie s'est quasiment effondrée. Alors, ramener ces ouvriers-là au Parti démocrate, c'est le rôle des syndicats, et ça a été le rôle fondamental de Biden, depuis maintenant 20 ans. Alors, donc, nous voyons bien quels sont les camps en présence. Il existe aussi, bien sûr, le camp des indécis, qui, chaque fois, font l'élection et qui, il y a 4 ans, ont fait basculer, même si, effectivement, Hillary Clinton avait plus de voix que Donald Trump, a fait basculer le système du côté Trump. Quels sont aujourd'hui les enjeux essentiels de cette élection présidentielle pour l'Américain moyen, disons ? C'est difficile à répondre à cause du coronavirus. Voilà. C'est difficile à répondre à cause du coronavirus. La vérité, je dirais, avant d'en arriver à la question de ce qu'on appelle les indépendants aux États-Unis. Les indépendants, c'est les gens qui votent une fois démocrate, une fois républicain, qui se prononcent en fonction, à chaque fois différemment. Et la vérité, c'est que toutes les études disent... D'abord, on n'a jamais vu autant de votants par la poste. Jamais dans l'histoire américaine. C'est-à-dire que les gens sont déterminés. Les 2 camps sont mobilisés, sont déterminés. Les gens, globalement, la très grande majorité des Américains a voté ou sait pour qui elle va voter. Et l'adhésion, après 4 années de Trumpisme, est vraiment rarement vue. Alors, il y avait une adhésion pour Obama, du moins en 2008, qui était due à la nouveauté et qui était due aux attentes, aux espérances, après la période Bush. Mais on a rarement vu une mobilisation aussi forte. Elle n'est pas due à Biden. Elle est due à l'hostilité à Trump. Quant au camp adverse, il y a une mobilisation identique et elle n'est pas due à Biden, elle est due au soutien à Trump. L'élément clé, le débat clé, Trump est la vedette de cette campagne et de cette élection, parce que c'est une élection plébiscite. C'est pour ou contre Trump. Alors on en vient à la question qui m'est posée, c'est-à-dire ceux qui sont au milieu. Jusqu'à présent, la plupart des sondages disent qu'ils vont basculer majoritairement du côté de Biden. On s'est trompé il y a 4 ans, donc on peut à nouveau se tromper. Et moi, je ne vais pas faire des prédictions, même si ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas exclure une victoire assez massive de Biden. Et on ne peut pas complètement exclure une nouvelle victoire de Trump, même si visiblement c'est peu plausible. J'ajouterai un dernier point, c'est qu'il y a quand même un élément qui est devenu un intrus important dans cette campagne, c'est le coronavirus. C'est-à-dire que ça, en l'espace de quelques mois, Trump a dit très vite, il a fait semblant de tout maîtriser.
Et il est apparu à un nombre, en particulier chez les indépendants. C'est là que ça se joue. Visiblement, il est apparu comme quelqu'un qui n'a pas été maître des événements, qui a montré qu'il n'en était pas capable. Il a passé son temps à dire aux gens « Attendez 10 jours, dans 15 jours, tout ira bien ». Il continue. Il annonce un vaccin pour avant l'élection. Bon. Et donc, il dit aux gens surtout « C'est pas grave, c'est pas grave ». Je pense qu'il y a de plus... Alors, on peut toujours là encore se tromper parce que c'est des choses qui sont difficiles à appréhender, mais de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis, il semblerait que de plus en plus de gens disent qu'il s'est planté totalement sur la question du coronavirus et que de ce point de vue-là, il a montré une incapacité à gouverner. Mais dans les campagnes de Barack Obama, il existait des programmes et des propositions, la mise en place d'un système de santé, une politique pour laquelle d'ailleurs les électeurs afro-américains avaient largement voté, davantage d'égalité entre les blancs et les afro-américains. À l'extérieur, une volonté de rééquilibrer les relations des États-Unis et d'avoir une politique de paix multilatérale qui soit plus efficace, qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix. Là, on a l'impression qu'aucun des deux candidats n'a de programme, que tous ces éléments ont disparu. Alors, le débat qui a eu lieu, le dernier débat qui a opposé Trump à Biden, a clairement montré qu'effectivement, il vient son programme. C'est la première fois qu'un candidat se présente effectivement son programme, officiellement son programme. Il n'y a pas de programme du candidat Trump. Il y a un programme officiel du candidat Biden. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y fait peu référence. Mais il y a un candidat, un programme du Parti démocrate pour cette élection. Il n'y a pas de programme du Parti républicain pour cette élection. Il n'y a pas de L'élection de Trump, c'est voter pour moi. Et l'élection de Trump, c'est « je suis le sauveur de l'Amérique et seul moi peux sauver l'Amérique ». Ça, c'est une immense nouveauté. Biden a défendu un certain nombre de positions politiques durant les débats. Enfin, il a essayé dans le premier débat, mais c'était un tel foutoir que ça a été à peu près inaudible. Le deuxième débat s'est mené différemment et il a essayé de le faire. En particulier sur la santé, effectivement, par exemple, ce que Trump a détruit sera rétabli, et même plus. Sur les universités, il a évoqué toute une série de sujets qui sont importants pour l'électorat en général et pour l'électorat démocrate en particulier. La question du coût des universitaires, par exemple, est un vrai sujet de souci pour énormément de familles américaines. Mais votre question est légitime. Mais c'est vrai que c'est complètement étonnant. Il n'y a pas de programme. Alors, il ne faut pas se leurrer. Dans toutes les campagnes présidentielles, le programme ne compte pas autant que beaucoup de choses à côté. Mais tout de même, il y a un programme. Là, il y a un candidat sans programme. Ça, c'est inédit. Et aussi, ça dit beaucoup du type de régime que Trump installerait ou souhaite installer s'il parvient à être réélu. Alors, bien sûr, cette élection est importante ô combien pour les Américains. Elle l'est aussi pour le reste du monde, puisque les États-Unis restent la première puissance mondiale, même si la Chine a considérablement accru sa puissance ces derniers temps. Du point de vue notamment des Européens, nous sommes directement concernés. Est-ce qu'il est dans notre intérêt de soutenir plutôt l'élection de Joe Biden, ou est-ce que la politique étrangère américaine ne changera pas fondamentalement, quel que soit le candidat élu ? On ne peut pas exclure enfin, il faut voir qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, au fond, il n'y a pas de différence extraordinairement profonde entre Biden et Trump. Le cas le plus flagrant, c'est la Chine. Le rapport à la Chine, alors évidemment, Trump est toujours on dira dans la vulgarité, il est dans l'emphase, etc. Mais Biden ne fait pas campagne contre Trump sur la question chinoise dans cette campagne. Pas du tout. Il ne dénonce pas la politique de Trump vis-à-vis de la Chine. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'au fond, d'abord, l'opinion
américaine, y compris dans la gauche démocrate, est d'accord sur le fond avec ce qu'exprime Trump. Il pense qu'il y a une menace chinoise qui pèse sur les États-Unis et il pense qu'il y a une menace chinoise qui pèse sur le monde et qu'il faut résister. Et qu'il faut prendre des mesures pour que les Chinois cessent de petit à petit rogner et prendre de plus en plus de pouvoir. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de divergence fondamentale. La manière dont Biden se comportera sera très différente de celle de Trump. Il faut rappeler que Trump a mené une politique ouvertement anti-européenne. Pourquoi ? Un jour, Trump a dit, on lui a demandé, mais vous vous caractérisez comment ? Il a dit, je suis un nationaliste. Et au fond, si on doit le caractériser, il a dit la vérité. S'il y a un terme politique qui le caractérise plus que tout autre, c'est ça. Il est d'abord nationaliste. L'Amérique d'abord. Alors de ce point de vue-là, il a mené une politique anti-européenne. Pourquoi l'a-t-il fait ? Il l'a fait parce qu'il l'a dit dès le début. Il a dit, c'est un homme qui souvent dit les choses. Il a dit, mais il ne veut pas d'une Europe unie, parce qu'une Europe unie, c'est une certaine forme de puissance, alors qu'une Europe désunie, eh ben, c'est du bilatéral, et à ce moment-là, la puissance américaine peut beaucoup mieux s'exprimer. Donc, il l'a dit. Alors, ça n'est pas ce que pense Biden. Et Biden pense qu'une Europe unie peut être un allié beaucoup plus profitable à la politique internationale américaine qu'une Europe désunie. De ce point de vue-là, là, il y aura une vraie différence. Mais sur la question chinoise, il n'y aura rien de fondamental. Il n'y aura pas vraiment de divergence entre les deux. Sylvain Sipel, vous êtes un fin connaisseur des États-Unis, vous venez encore de nous le montrer, mais il y a un autre endroit du monde que vous connaissez bien, c'est Israël. Et puisque nous sommes dans le domaine de la politique internationale, je voudrais prolonger ce que vous venez essayer de prolonger ce que vous venez de dire sur la Chine, l'Europe, par une conclusion sur le conflit du Proche-Orient. Est-ce que dans ce conflit, l'élection de l'un ou l'autre candidat peut un peu changer la donne dans les relations avec Israël et puis aussi dans le cas iranien et syrien ? Non. Si Trump est réélu, il aura un mandat de 4 ans et après, au revoir. Sauf s'il cherche à changer la Constitution, à permettre d'être réélu à nouveau ad vitam aeternam. Mais sinon, il en a pour 4 ans et au revoir. Il aura 4 ans pour renforcer 2 choses. Le retrait américain du Moyen-Orient et le remplacement de ce retrait par une forme d'alliance entre les grandes puissances sunnites, c'est-à-dire les puissances du Golfe plus l'Égypte, et avec Israël. Et l'ordre de la région devra être entre les mains de ces 3-là. Et est-ce qu'il réussira ? Ma conviction est que même s'il est réélu, il n'y parviendra pas. Mais en revanche, il parviendra à ouvrir des brèches et surtout, je pense qu'il renforcera les forces de résistance à cette politique, dont les Iraniens seront les premiers concernés. Je pense qu'il est plus intéressant de se pencher sur ce que pourrait faire Biden. Il s'est peu exprimé. J'ai lu un article dans Foreign Policy là récemment qui donnait des détails sur ce que Biden pourrait faire. Dans l'ensemble, Biden est connu pour être un homme extraordinairement pragmatique. Il est extraordinairement pragmatique. Il est assez peu idéologique. Il a des convictions, mais il est assez peu idéologique. Et de ce point de vue-là, par exemple, est-ce qu'il va revenir sur l'intronisation de Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël et du peuple juif? Est-ce qu'il va revenir sur la reconnaissance du Golan syrien, de l'annexion du Golan syrien, etc. Il a déjà dit que sur la capitale, il trouvait inutile d'y revenir. Ce sera quand même quelque chose de très important s'il ne le fait pas. En revanche, il a dit qu'il reviendra à une politique de négociation pour aboutir à 2 États. Je pense qu'il se heurtera aux mêmes difficultés que celles auxquelles Obama s'est heurté et n'y est pas parvenu. Donc, mais en revanche, il y a une question qui me paraît à moi beaucoup plus importante. C'est est-ce qu'il modifiera la politique Trump-Netanyahou sur la question iranienne ?
Ça, ce sera fondamental. Est-ce qu'il reviendra à l'accord que les États-Unis ont signé quand il était vice-président et quand Barack Obama était président, dont les termes, je le répète, ont été inscrits dans 2 résolutions de l'ONU, donc font force de loi. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Je pense qu'il aura beaucoup d'obstacles, y compris au Congrès américain, y compris dans son propre parti, pour revenir à la position hantée. Mais il sera peut-être obligé de tenter de faire une nouvelle négociation, ce dont les Iraniens ne veulent pas. Mais en tout cas, je pense qu'il cherchera le moyen de... Il ne l'a pas dit, je répète, je prends un risque en annonçant ce qu'il va faire, mais à mon avis, il cherchera à revenir peu à peu à la négociation avec les Iraniens pour revenir à un accord. Parce qu'il est s'il y a une chose qu'il est convaincu, comme l'a été finalement Hillary Clinton et comme l'était totalement Obama, c'est que rien ne peut se faire au Moyen-Orient sans la participation des Iraniens. Sylvain Sipel, vous avez été extrêmement prudent, vous n'avez pas donné de pronostic, tout est en train de se jouer à l'heure actuelle, donc rendez-vous demain en début de matinée pour avoir les résultats du vote et savoir ce que l'avenir nous réserve. Merci infiniment. Merci à vous. À la suite de l'intervention de Sylvain Sipel qui présentait le climat politique et la situation aux États-Unis, nous allons passer maintenant à un autre registre qui concerne davantage le rapport entre politique et religion, qui est une question souvent intrigante pour des Français qui savent que les États-Unis sont, au moins depuis le premier amendement à la Constitution, si je me souviens bien, on y reviendra, un pays laïque, mais dans lequel la religion est très présente dans le champ politique. Pendant la campagne, on a vu des candidats afficher leurs convictions religieuses, on les a vus intervenir dans des lieux de culte, dans des églises, on a vu des personnalités religieuses intervenir dans les meetings politiques. Donc ça vaut la peine de creuser un peu cette question-là. Et pour cela, nous avons invité Anne-Lorraine Bujon, bonsoir Anne-Lorraine, qui est donc une directrice de la rédaction de notre consoeur Esprit, et qui est, c'est la raison pour laquelle nous l'invitons ce soir, spécialiste des États-Unis, puisqu'elle est chercheuse associée au département Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales. Donc nous allons commencer à examiner cette situation et peut-être une première question que je vais te poser à Anne-Lorraine sur justement, on peut revenir sur l'histoire de la politique américaine et du caractère officiellement laïque de cette politique, mais de cette situation, mais qui est donc comment les choses se sont mises en place. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, vous avez bien fait de faire d'emblée, je crois, la distinction entre la société américaine, qui est, on le sait, très imbibée de religion. Donc, la religion est très visible dans la société, elle est très visible dans l'espace public, et y compris dans le champ politique, comme vous venez de le rappeler. Mais l'État, la République des États-Unis d'Amérique, est vraiment strictement laïque. Donc là, il faut peut-être distinguer la première fondation des États-Unis, encore qu'il y a un débat, parce qu'il y a en réalité de multiples fondations des États-Unis. Une première colonie à caractère plutôt commercial à Jamestown, et puis une deuxième arrivée de colons calvinistes, qui étaient donc des dissidents religieux, qui fuyaient la persécution en Europe, notamment en Angleterre et en Hollande. Donc il y a ce deuxième établissement des États-Unis à Plymouth en Nouvelle-Angleterre qui est lui décidément religieux. Cela dit, dès la première
histoire des États-Unis, il y a au sein de cette dissidence religieuse d'autres dissidences, des mouvements de scission, des mouvements de schisme, des établissements d'églises auto-institués. Donc on peut penser aux Quakers qui fondent l'État de Pennsylvanie, on peut penser à Roger Williams qui fonde le Rhode Island, de telle sorte que la question religieuse aux États-Unis est d'emblée plutôt difficile et potentiellement conflictuelle. Donc il ne s'agit pas du tout d'une église hégémonique qui régnerait sans partage sur le territoire. Et bien au contraire, on a dès le départ coexistence de différentes sensibilités religieuses, coexistence potentiellement explosive. Et donc au moment de l'indépendance et de la Révolution américaine, les pères fondateurs, Thomas Jefferson, George Washington, Madison, Hamilton, ce sont vraiment avant tout des hommes des Lumières. On a beaucoup disserté pour savoir à quel point ils étaient croyants ou non. En réalité, certains étaient déistes, d'autres étaient agnostiques, d'autres étaient athées, comme Benjamin Franklin par exemple. Et donc, ils ont eu à cœur, en créant la Constitution, d'ériger ce que Thomas Jefferson a appelé un mur de séparation entre l'Église et l'État. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les États-Unis, au plan légal, sont tout aussi laïques que la France, par exemple, pour ne citer qu'elle, et notamment parce que le premier amendement dans le Bill of Rights, qui définit les droits fondamentaux au début de la Constitution, le premier amendement, on le connaît parce qu'il protège la liberté d'expression, c'est comme ça qu'on s'en souvient, mais en réalité, il dit d'abord que l'État n'autorisera l'établissement d'aucune religion et qu'en revanche, il n'empêchera l'exercice d'aucun culte. Donc ce premier amendement, il est là, le mur de séparation entre l'Église et l'État, et c'est lui qui protège aux États-Unis, on peut dire freedom of religion, freedom from religion, freedom for religion. Donc on protège l'État de tentatives d'influence de différentes églises. On protège aussi la liberté de culte, mais on est neutre, on ne privilégie aucun culte en particulier. Donc c'est réellement la même substance juridique que dans la laïcité française. Une autre question qui peut venir à l'esprit, le spectre religieux aux États-Unis est très, très vaste, hein, vous l'avez rappelé à l'instant. Comment le rapport aux politiques se différencie selon les différentes religions ou confessions chrétiennes. Alors, il y a plutôt une dominante chrétienne aux États-Unis, mais enfin, il y a aussi, comme on sait bien, d'importantes communautés juives, des musulmans aussi, du fait d'immigration plus récente. Est-ce qu'on observe une différenciation selon les différentes communautés dans aussi bien globalement le rapport aux politiques que aussi par rapport aux deux grands partis ? Oui, alors vous l'avez rappelé, il existe une multiplicité de religions aux États-Unis. On pourrait citer aussi les bouddhistes, les hindouistes et toutes sortes de cultes et de sectes plus ou moins étranges. Mais à grands traits, effectivement, si on peut distinguer quelques grands groupes. Chez les protestants, il faut peut-être d'emblée préciser une distinction entre les protestants traditionnels, les mainline churches, et puis les protestants évangéliques qui eux-mêmes correspondent plutôt à une nébuleuse de groupes et de dénominations différentes qu'à une seule église instituée. C'est important de le rappeler. Donc il y a les protestants mainline, il y a les évangéliques, au sein duquel il faudrait peut-être encore distinguer les évangéliques blancs des évangéliques issus de minorités ethniques, et puis les catholiques qui constituent maintenant un groupe beaucoup plus important, et puis les juifs. Donc en termes politiques, et encore une fois à grands traits, les protestants mainline et les catholiques se répartissent en réalité pour les deux partis. Ils votent plus ou moins comme le pays vote, et il y a des évolutions intéressantes, notamment une évolution vers un catholicisme plus conservateur ces temps-ci,
Chancy, peut-être qu'on pourra y revenir. Les évangéliques, eux, c'est très clair, pour ce qui concerne les évangéliques blancs, ils votent à 80% pour le Parti républicain. Et on peut peut-être dire, donc ça c'est vrai depuis les années 80, plus ou moins, mais on peut dire déjà que Donald Trump, en fait, doit son élection en 2016 à la mobilisation de l'électorat évangélique. À l'autre bout du spectre, les Juifs, qui ne représentent que 2% de la population américaine, votent, eux, plutôt à 80% pour les démocrates. Donc vous avez là un électorat religieux qui est acquis à l'un ou l'autre parti et qui pèse aussi parce que c'est un électorat très mobilisé, très organisé, avec un effet d'entraînement très clair sur un certain nombre de causes précises. Donc en réalité, les évangéliques, comme les juifs, peuvent avoir un poids électoral qui semble disproportionné au regard de leur poids démographique, parce qu'ils votent, parce qu'ils sont organisés, parce qu'ils se mobilisent. Donc c'est un électorat qui compte beaucoup et que Trump, par exemple, ne peut pas du tout se permettre de perdre aujourd'hui. Oui, une autre question qui peut aussi intervenir dans les choix politiques, disons, des communautés religieuses, c'est le poids respectif des questions, comme on dit, sociétales par rapport aux questions sociales. Bien que les questions sociétales dans la vie française ont pris plus d'importance, autour des questions familiales, la question de l'avortement, évidemment, est très sensible aux États-Unis. Et comment les choses se répartissent-elles? Quel est le poids respectif de ces questions sociales ou sociétales dans les différents groupes religieux? Alors, peut-être faut-il commencer par repréciser ce qu'on a déjà fait un petit peu tout à l'heure, que cette tentative d'un certain électorat chrétien plutôt conservateur d'influencer le champ politique, d'influencer les décisions, le vote de loi au Congrès et aussi la nomination de juges à la Cour suprême. Donc on pourra peut-être revenir sur ce point. Cette volonté d'influencer la politique, elle est en réalité assez moderne. Donc il faut distinguer les États-Unis des premiers temps, de la fondation, où la question religieuse est plutôt une question encombrante et difficile, et c'est à ce moment-là qu'on met en place ce cadre juridique et la Constitution et le premier amendement et la séparation de l'Église et de l'État. Et puis ce qui s'est passé, je dirais, à compter du tournant du siècle, où dans un premier temps se coalisent justement ces groupes fondamentalistes autour d'un rejet de la modernité, en fait, d'un rejet de la science, d'un rejet du darwinisme en particulier. Et c'est là que se créent ces communautés fondamentalistes. Donc aujourd'hui, on dit beaucoup évangéliques, mais ça recouvre une variété de choses. Et on peut penser là au grand procès qu'il y a eu, le procès Scopes, le procès du singe, on a dit, autour donc d'un enseignant qui avait eu la mauvaise idée d'enseigner le darwinisme dans ses écoles. Donc, dans les années 20, ce fondamentalisme se consolide. Il se consolide aussi contre le catholicisme, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup plus d'immigrés, notamment irlandais, allemands, et ce fondamentalisme se devient en fait identitaire, on pourrait dire, nativiste, xénophobe. On rejette les immigrés et on les rejette en partie parce que ce sont des papistes, dans le cas de ces Irlandais ou de ces Allemands. Donc ça, c'est un premier moment très important. Et puis, dans les années 70-80, deuxième tournant très important. Donc, il y a d'abord un basculement entre le Parti démocrate
démocrates et le Parti républicain autour du mouvement des droits civiques. Je peux y revenir un peu plus tard également si ça vous intéresse. Et puis, c'est vraiment dans les années 80 que se consolide cette droite chrétienne autour de la question des valeurs familiales, de la moralité et donc de l'identité américaine. Donc les sujets de mobilisation sont d'abord sociétaux, vous l'avez rappelé, c'est effectivement lutter contre le droit à l'avortement qui est entré dans la loi en 1973 aux États-Unis. Beaucoup plus proche de nous, lutter contre la possibilité du mariage des personnes de même sexe, lutter contre certaines recherches en bioéthique sur les cellules souches, par exemple. Mais à côté de ces sujets sociétaux, cette droite chrétienne, elle s'organise aussi, je crois, dans la défense de une certaine version de l'American Way of Life. Donc, chose surprenante, on va pouvoir trouver des évangéliques qui défendent le droit au port d'armes. Ça nous surprendrait un petit peu. Et puis, aussi, à côté de ces défenses d'une sorte d'américanité, il faut parler des questions de politique étrangère quand même. Il faut dire un petit mot des questions de politique étrangère. Un autre sujet de mobilisation de l'électorat évangélique, c'est la défense inconditionnelle de l'État d'Israël et l'alliance inconditionnelle, là encore, des États-Unis, non seulement avec l'État d'Israël, mais en réalité avec la droite israélienne et souvent la droite la plus dure. Donc, si on pense à ces sujets de mobilisation, il faut bien voir que cette droite chrétienne, qui a permis d'élire Donald Trump en 2016, elle a toutes les raisons d'être extrêmement satisfaite de ce président. Alors, c'est un peu surprenant pour lui. Si on pense à Barack Obama ou à George W. Bush qui l'ont précédé, on va dire qu'ils nous semblaient des candidats peut-être plus naturels à une présidence d'inspiration chrétienne. Donald Trump est divorcé. Il est patron de casino, personne ne prétend que c'est un parangon de vertu, mais il a réellement accordé à cet électorat évangélique tout ce qu'il pouvait attendre de lui. Donc, le droit à l'avortement aux États-Unis est en train d'être démantelé, morceau par morceau, de telle sorte qu'aujourd'hui, déjà, c'est très difficile. Ça n'est possible que dans certains États, à certaines conditions, etc. Mais le plus important, c'est peut-être ce que Donald Trump a fait dans le domaine de la justice. Il s'était engagé à nommer un très grand nombre de juges conservateurs. On sait qu'il en est à sa 3e nomination de juge à la Cour suprême, de telle sorte qu'aujourd'hui, la Cour suprême compte 6 juges plutôt conservateurs contre 3 juges plutôt progressistes. Et la Cour suprême compte aussi 6 juges catholiques, ce qui est tout à fait étonnant et remarquable au regard de l'histoire des États-Unis. Mais aussi, en plus de la Cour suprême, à l'échelon inférieur, il a nommé, il me semble, 170 juges fédéraux, qui sont des juges plutôt conservateurs, qui défendent une interprétation originaliste de la Constitution, c'est-à-dire essayons d'interpréter la Constitution comme le faisaient les pères fondateurs au moment où ils l'ont écrite. Et puis Donald Trump, on le sait, a décidé de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui était là encore une demande ancienne et persistante de cet électorat évangélique. Et puis, on voit qu'il a pris fait et cause pour la défense d'une identité américaine qui serait forcément blanche et chrétienne. Et je rappelle que ça, c'est un phénomène assez nouveau. En développant ce discours très identitaire, très xénophobe, très anti-immigration, notamment sous l'influence de conseillers qui sont eux-mêmes des conservateurs chrétiens, et en l'occurrence des conservateurs catholiques. Comme Steve Miller, qui a beaucoup influencé Donald Trump pour ce fameux discours du carnage, où il décrivait la décadence de la civilisation américaine, ou le sulfureux Steve Bannon, qui lui-même est un converti au catholicisme. Donc on voit là qu'on revient à une forme de catholicisme qui rappelle celui des années 20, un catholicisme nativiste et xénophobe, avec la différence très notable que
le conservatisme chrétien des années 20 était très anticatholique, furieusement anticatholique, alors qu'aujourd'hui, ce conservatisme intègre un catholicisme conservateur. Oui, un autre phénomène que l'on observe dans la société américaine, c'est l'augmentation du nombre des personnes qui utilisent sans religion, on appelle les nones, no religion, qui soient issus du monde catholique ou du monde protestant, je ne sais plus à quelle proportion du reste ça se répartit. Et on peut se poser la question dans quelle mesure ces personnes qui se disent sans religion, comment elles se répartissent d'un point de vue politique, est-ce qu'elles participent beaucoup à la vie politique et quelle influence elles ont justement sur la vie politique actuelle aux États-Unis. Oui, et vous avez raison de souligner ce point, car en réalité, si on veut parler de religion aux États-Unis aujourd'hui, je pense que la progression des nones est une tendance tout à fait structurante. Donc les nones, ce sont les gens donc, qui ont no religion ou no denomination. Donc ce sont des gens sans religion ou sans église, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas, à titre personnel, croyants, qu'ils ne croient pas en quelque chose. Mais ils sont non affiliés. Donc ils ont totalement intériorisé leurs croyances et ils ne se reconnaissent dans aucune église ou communauté religieuse instituée. C'est important parce que je pense que ça poursuit une tendance longue dans l'histoire américaine qui est celle d'avoir ces religions en fait un peu à la carte. On a parlé déjà de la profusion, de la multiplication des confessions et des églises, et ce sont tout sauf des églises organisées, à l'exception bien sûr de l'église catholique ou de groupes très organisés comme les Mormons, mais c'est en fait une série d'églises très entrepreneuriales, autocéphales et très individualistes. Donc il y a un processus de destruction-création un peu permanent dans le champ religieux aussi aux États-Unis. Mais alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est progresser en fait la sortie des églises et la sécularisation de la société américaine, tout à fait à l'image de ce qui a pu se produire en Europe un peu avant. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc ce mouvement de sortie des églises, il est particulièrement marqué chez les jeunes. Donc quand on sont les jeunes électeurs aujourd'hui, entre 18 et 25 ans, ils sont près de 40% à se déclarer non. Alors ça c'est important parce que je pense que c'est un électorat plus jeune, pardon, volontiers plus progressiste, qui sur ces questions dont on parlait tout à l'heure, l'immigration, mais aussi l'antiracisme, les questions de genre, va se montrer beaucoup plus ouvert, beaucoup plus progressiste, beaucoup plus moderne. La question de l'environnement aussi, on pourrait la mentionner. Mais si vous voulez, on a un phénomène inverse de celui que je décrivais pour les évangéliques tout à l'heure. Ils sont nombreux, et de plus en plus nombreux, à se déclarer nonnes, mais ils ne sont pas forcément très mobilisés, ils ne sont pas forcément très organisés, puisque par définition, ils ne se reconnaissent pas dans un seul projet commun. Et donc, ils peuvent aussi se retrouver chez les abstentionnistes. Mais il y a fort à parier aujourd'hui que ces nonnes sont assez nombreux dans les mouvements de la jeune gauche très remontée contre la présidence Trump. Et on peut voir sur des causes particulières des flambées, si vous voulez, aussi visibles qu'éphémères peut-être. Je pense justement à la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême il y a 2 ans, qui avait été une affaire très compliquée parce que Brett Kavanaugh avait été accusé de harcèlement sexuel dans sa jeunesse. Et on a vu là toute une jeune gauche américaine déchaînée pour empêcher l'élection de Brett Kavanaugh à la juge suprême. Et je pense aussi au mouvement Black Lives Matter. Il y a fort à parier que dans les grandes manifestations qu'on a vues se multiplier depuis le printemps dernier après le meurtre de George Floyd, il y avait chez ces jeunes manifestants
Pakistan, une grande partie de nones et peut-être aussi donc chez les Afro-Américains une grande partie de chrétiens, mais qui là se reconnaissent dans des églises qui peuvent être baptistes, pentecôtistes, qui peuvent être une variété de choses, mais qui sont elles plutôt progressistes, plutôt mobilisées sur les questions sociales, sur la question des inégalités sociales et raciales. Donc là, chez les jeunes afro-américains, il y a la persistance d'un christianisme social organisé autour de l'évangile social. Et ici, c'est peut-être la figure de Barack Obama qu'il faut penser, qui lui-même, alors il ne s'est pas converti, mais la religion a pris plus de place dans la deuxième partie de son existence, peut-être aussi sous l'influence de sa femme Michelle. Et Michelle et Barack faisaient partie à Chicago d'une de ces églises afro-américaines très progressistes. Revenons sur, justement, dans la suite de la question précédente, sur le monde protestant. Donc, l'image qu'on s'en fait habituellement, c'est d'une part les églises mainline, les églises historiques, épiscopaliennes, presbytériennes, qu'on envisage plutôt ouvertes, voire progressistes. Et puis, cette galaxie difficile à définir, évangélique, alors faut-il distinguer évangélique baptiste, pentecôtiste, enfin on a parfois du mal à s'y retrouver dedans. Mais peut-être justement si on assimile un peu facilement cette nébuleuse aujourd'hui au courant au Parti républicain et la figure de Donald Trump, d'abord c'est pas le cas de tous, d'une part, et puis c'est peut-être le lieu de rappeler quand même l'engagement social très fort, en particulier du côté des églises afro-américaines, Anne Oren y a fait allusion à l'instant, dans le mouvement des droits civiques, en particulier les années 60. Rappelons que Luther King était pasteur baptiste. Donc il y a ce courant, est-ce qu'il persiste encore ? Est-ce que justement dans cette nébuleuse, pour quel mot il faut la qualifier, baptisto-évangélique, enfin, il y a peut-être des distinctions à faire, comment les choses se répartissent aujourd'hui ? Alors, je ne me risquerai pas, en fait, dans une cartographie extensive de la variété de dénominations qui existent aux États-Unis. Mais ce que vous avez raison de pointer, c'est que, en fait, la religion compte beaucoup dans tous les groupes sociaux. Et donc, aujourd'hui, pour repartir peut-être de la question de l'identitarisme, du racisme, de la xénophobie et de ce que j'ai pu dire sur le mouvement Black Lives Matter ou sur l'affiliation de Barack Obama et sa femme Michelle à des églises afro-américaines plutôt progressistes. Donc, on sait que la religion a beaucoup compté dans toute l'histoire de la communauté afro-américaine. Les mouvements abolitionnistes étaient très souvent des mouvements d'inspiration religieuse. Et puis, on sait le rôle que ça a joué culturellement et dans le développement d'une culture, d'une musique propre à toutes ces communautés afro-américaines du sud des États-Unis, notamment. Et encore, ces mouvements chrétiens, donc on pense des baptistes, mais il y a aussi les pentecôtistes. Si vous avez lu James Baldwin, ce que je recommande absolument, il était lui-même fils d'un pasteur pentecôtiste et l'a été brièvement. Et donc, ces églises ont accompagné l'émancipation des Noirs américains. Et on pense ici, bien sûr, à la figure de Martin Luther King, mais beaucoup plus proche de nous, on pourrait penser à la figure du pasteur Jesse Jackson, qui est une figure un peu controversée, mais on a comme ça un certain nombre de grands leaders sociaux, politiques, qui sont aussi des pasteurs. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment du mouvement des droits civiques, et ici
décrit plutôt des phénomènes politiques que des phénomènes strictement religieux. Un certain électorat blanc, chrétien, appelons-le évangélique, de façon générale, qui était autrefois démocrate, parce que dans le Sud, on était démocrate contre les républicains qui ont voté l'abolition de l'esclavage. Dans les années 60, et à l'initiative notamment de Nixon, 60-70, cet électorat blanc, chrétien, conservateur, évangélique, bascule dans le camp républicain. Mais les protestants et possiblement les protestants évangéliques afro-américains, eux, au contraire, se rallient très fermement aux démocrates. Et c'est depuis cette époque que vous allez trouver l'électorat blanc chrétien conservateur plutôt du côté très largement du côté des républicains, alors que dans les églises afro-américaines, on voterait plutôt démocrate. Alors terminons par le monde catholique. On a déjà fait plusieurs fois allusion à cette communauté qui aujourd'hui est très partagée politiquement. Anne-Lorraine Bujon a rappelé que l'intégration des catholiques avait été complexe dans la société américaine, et en particulier dans le monde politique. On rappelait qu'il n'y a eu pour l'instant qu'un seul président catholique, qui était John Kennedy, élu en 1960, je me souviens bien, alors que les catholiques représentent, et même déjà à l'époque, à peu près 1/5 de la population américaine. Donc il y a vraiment, pendant très longtemps, une opposition, on peut dire, de la politique américaine au monde catholique. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. Les catholiques sont assez influents, en particulier du côté conservateur, mais pas seulement. C'est intéressant de savoir un petit peu plus sur la situation actuelle. Comment se répartissent finalement les votes catholiques? Alors oui, vous avez rappelé cette histoire qui est d'abord celle d'un rejet assez massif du catholicisme, avec notamment au XIXe siècle toute une littérature assez incroyable décrivant des meurtres rituels dans des couvents. Enfin voilà, le XIXe siècle américain était absolument pétri d'anticatholicisme, qui s'est renforcé donc le catholicisme et l'anticatholicisme avec l'arrivée des immigrés allemands et irlandais, comme je le rappelais tout à l'heure. Et peut-être signaler que en 1928, il y a eu un candidat malheureux à la présidence des États-Unis, Al Smith, qui a fait l'objet d'une campagne de dénigrement anticatholique absolument furieuse, et donc réussi à faire échouer son élection. Donc quand John Kennedy est élu en 1960, ça représente vraiment la normalisation de cette coexistence des différentes religions, et notamment du catholicisme avec le protestantisme aux États-Unis. Mais il faut quand même rappeler que lorsque Kennedy était en campagne, il a dû, dans un grand discours, assurer les électeurs qu'il ne prendrait pas ses ordres auprès du Vatican. Donc on voit que cette question n'était pas tout à fait réglée. Mais aujourd'hui, donc, c'est fait, ce tournant a été pris, et effectivement, l'électorat catholique joue un rôle aussi, et il se répartit, comme vous l'avez rappelé, un peu pour les deux grands partis, et aussi chez les abstentionnistes, et aussi chez les indépendants, voilà. Alors, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que le catholicisme blanc traditionnel de toujours, comme les autres religions, perd plutôt des fidèles. Donc ce mouvement de sécularisation qu'on a décrit tout à l'heure, avec la progression du nombre des nones, il s'observe aussi dans les rangs catholiques. Mais dans les rangs catholiques, il est compensé par un afflux de nouveaux arrivants qui sont les hispaniques, qui sont très largement catholiques. Et donc au sein du bloc catholique, il faudrait distinguer entre les catholiques blancs et les catholiques hispaniques. Donc les catholiques blancs de toujours, enfin qui sont là depuis plusieurs générations, on va dire, se répartissent. Les hispaniques représentent un réservoir de voix potentiellement formidable, mais on ne sait pas forcément comment ils votent ou comment ils vont voter.
Donc c'est un enjeu très important, et un enjeu notamment très important du côté républicain. Et on avait vu notamment que George W. Bush et toute sa famille il courtisait vraiment cet électorat hispanique. D'abord, c'était des gens du sud et du sud-ouest, du Texas, Jeb Bush en Floride, donc où la présence des hispaniques est assez importante. Et autour des thèmes du conservatisme compassionnel qu'avait mis en avant George W. Bush, par exemple, je pense qu'il y avait une volonté de séduire cet électorat qui est possiblement plus conservateur, plus attaché aux valeurs familiales, plus mobilisable sur des sujets comme la lutte contre le droit à l'avortement, la bioéthique, le mariage des personnes de même sexe. Quoique, étant une minorité ethnique et donc aussi victime d'un certain nombre d'injustices sociales et raciales, ou du mauvais côté de la question des inégalités aux États-Unis, ça pousserait plutôt les hispaniques à voter pour les démocrates. Donc on voit qu'il y a de bonnes raisons pour les hispaniques de voter d'un côté ou de l'autre, et que, en tout cas, on cherche à les courtiser assidûment. Et on voit que là, en Floride notamment, Donald Trump a multiplié les meetings et il a multiplié les déclarations de sympathie à l'égard des hispaniques en espérant conquérir une partie de cet électorat. Mais il faut, là encore, relativiser. Il y a le poids démographique et il y a le poids politique. Et les hispaniques ne votent pas forcément beaucoup. D'abord, on leur met des bâtons dans les roues, comme pour beaucoup d'autres électeurs, pour qui l'accès au vote est un problème. Et puis, on va voir là aussi les différences générationnelles dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la 2e ou 3e génération d'immigrés hispaniques, il y a un double phénomène. Ou bien ce phénomène de sortie des églises et de sécularisation, notamment des jeunes, qui va les faire basculer plutôt du camp démocrate, progressiste, mobilisé sur les questions de défense de l'environnement, d'antiracisme, de justice sociale. Ou alors, un certain nombre d'entre eux se convertissent à une forme d'évangélisme, eux aussi connaissent la renaissance en Christ, et alors là, ils basculent plutôt du côté conservateur. Donc ici, c'est vraiment le déterminant générationnel qui va jouer, mais dans les élections dont nous aurons les résultats demain, dans une semaine, dans 2 semaines, on verra bien. C'est évidemment un paramètre que les analystes politiques vont regarder de très très près. Nous terminons notre soirée. Merci aux 2 intervenants, Sylvain Sipel et Anne-Lorraine Bujon. Merci à Jean-Luc Poutier qui a assuré une partie de l'animation de la soirée. Nous nous retrouverons le 1er décembre, on ne sait pas encore dans quelles conditions, si nous pourrons faire ça en direct du Centre Sèvres ou par l'intermédiaire d'un entretien comme ce soir, et le sujet vous sera précisé ultérieurement.